Pendant 40 ans, il a vécu d'une manière dont la plupart des gens pensaient qu'elle n'existait plus dans le monde moderne. L'électricité ne ronronnait pas dans les murs de sa maison, l'eau courante ne coulait pas de tuyaux métalliques et les commodités dont la plupart des Américains se servaient tous les jours étaient complètement absentes de sa vie. Eustace Conway a survécu dans la nature sauvage comme les gens le faisaient il y a des siècles, en utilisant seulement le savoir, la patience et les matières premières que la terre fournissait. Mais maintenant, il est confronté à une menace qui ne peut être abattue avec une hache ou endurée avec une simple détermination, une perte si dévastatrice qu'elle menace de défaire tout ce qu'il a passé sa vie à construire. Et le temps, pour la première fois depuis des dizaines d'années, n'est plus de son côté. Beaucoup de gens aiment parler de la vie dans la nature. Ils imaginent le romantisme des feux de camp, l'air frais des montagnes et la simplicité tranquille d'une vie loin des villes surpeuplées. Mais il y a une grande différence entre imaginer cette vie et la vivre réellement jour après jour, année après année, sans échappatoire. Eustace Conway ne s'est pas contenté de parler de la vie dans la nature. Pendant 4 décennies, il l'a vécu pleinement dans un monde où la survie exigeait des connaissances que la plupart des Américains modernes avaient oubliées. Alors que le reste du pays devenait dépendant de l'électricité des cartes numériques et des magasins d'alimentation, Conway a construit quelque chose de remarquable au cœur de la nature sauvage des Appalaches en Caroline du Nord. Là, parmi les forêts épaisses et les crêtes escarpées, il a créé un lieu appelé l'île de la Tortue. S'étendant sur près de 1000 acres de terre protégée, la Turtle Island Preserve est devenue plus qu'une retraite personnelle, c'est une salle de classe vivante où Conway a enseigné à des milliers d'élèves comment survivre en utilisant les mêmes techniques que celles qui ont permis aux êtres humains de survivre pendant des milliers d'années. Les jeunes arrivant des villes, des universités et des banlieues à la recherche de connaissances que les manuels n'avaient jamais pu leur enseigner. Ils apprenaient à pister les animaux dans les forêts tranquilles, à construire des abris avec rien d'autre que des branches et des feuilles, et à allumer des feux sans le moindre outil moderne. Pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois qu'ils touchaient aux anciennes connaissances dont leurs ancêtres dépendaient chaque jour. Mais au printemps de 2023, tout ce que Conway avait construit commença à se sentir fragile. La nouvelle est arrivée soudainement, et son impact a ébranlé les fondations de la vie qu'il avait construite avec tant de détermination. Il ne s'agissait pas simplement d'un revers ou d'un défi temporaire, mais d'un coup qui menaçait la philosophie même qu'il avait guidée pendant 40 ans. L'appel est arrivé un mardi matin ordinaire. Conway se tenait dans la forêt avec un groupe d'adolescents, leur apprenant à construire un abri, avec rien d'autre que des branches de l'écorce et de la patience. Sa voix portait calmement à travers les arbres, tandis qu'il expliquait des techniques qui avaient protégé les êtres humains bien avant que la technologie moderne n'existe. Ce sont les leçons dont le monde a désespérément besoin de se souvenir. C'est alors que son téléphone a sonné. La voix à l'autre bout du fil lui a annoncé une nouvelle qui a tout changé. Son ami le plus proche, Preston Roberts, a perdu sa longue bataille contre le cancer. Pendant des années, Preston a combattu la maladie avec une force tranquille, tandis que Conway l'observait impuissant. Eustace Conway était un homme capable d'endurer des hivers brutaux, de survivre à des tempêtes et d'affronter des animaux sauvages avec confiance. Mais le cancer était un ennemi qu'aucune compétence sauvage ne pouvait vaincre. Preston n'avait pas seulement été un ami. Les deux hommes partageaient un lien forgé par des années de travail commun, de philosophie commune et d'engagement commun en faveur d'un mode de vie que la plupart des gens avaient abandonné. Ils ont relevé ensemble d'innombrables défis, tant dans la nature que dans le monde étrange de la télévision, qui les a finalement fait connaître à des millions de personnes. Pour Conway, Preston était plus qu'un collègue ou un partenaire commercial. Il était le frère qu'il n'avait jamais eu. Il était la seule personne qui comprenait parfaitement l'étrange vocation qui les avait tous deux éloignés de la vie moderne et confortable pour mener une existence rude, façonnée par l'autosuffisance et les connaissances ancestrales. Avec la disparition de Preston, Conway a perdu quelque chose de bien plus profond qu'une simple compagnie. Il a perdu la personne qui l'aidait à se stabiliser lorsque les responsabilités de la gestion de l'île de la Tortue devenaient écrasantes. Preston avait toujours été là pour offrir des conseils, une perspective et une voix calme lorsque des décisions difficiles devaient être prises. Cette voix était désormais silencieuse. Le chagrin a frappé Conway avec une force qu'aucune tempête en montagne n'avait jamais égalée. 40 ans de survie en milieu sauvage lui avaient appris à endurer le froid, la faim et l'épuisement. Mais aucune de ces compétences
ne peut apprendre à quelqu'un à vivre avec l'absence. Aucun manuel de survie n'explique comment remplir l'espace laissé derrière soi lorsque quelqu'un d'irremplaçable disparaît à jamais. Et pourtant, le chagrin n'est que l'une des batailles auxquelles Conway doit maintenant faire face. Alors même qu'il pleure son ami, les pressions qui pèsent sur l'île de la Tortue se font de plus en plus fortes. Pendant des années, la réserve s'est trouvée empêtrée dans des conflits juridiques avec les autorités locales, les réglementations rédigées pour les maisons et les entreprises modernes étant souvent en contradiction avec la philosophie de vie primitive de Conway. Les codes de construction exigent que les structures répondent à des normes conçues pour les maisons conventionnelles, mais les cabanes, les abris et les espaces d'apprentissage de l'île de la Tortue ont été intentionnellement construits selon des méthodes traditionnelles qui ont précédé ces règles de plusieurs siècles. Les règlements du département de la santé compliquent les programmes éducatifs proposés par Conway. Les fonctionnaires traitent souvent la réserve comme une entreprise commerciale plutôt que comme un environnement éducatif axé sur les techniques de survie et les connaissances culturelles. Les permis, les inspections et les exigences légales commencent à s'accumuler. Les lois sur le zonage ont créé encore plus de confusion. Les ordonnances locales posèrent la question de savoir si le fait d'apprendre aux gens à vivre sans électricité ni plomberie entrait dans la définition légale de l'utilisation des terres dans le comté. Il était difficile d'ignorer l'ironie de la situation. Les compétences mêmes qui avaient permis aux êtres humains de survivre pendant des milliers d'années étaient soudain traitées comme des violations des règles modernes. Conway a passé des années à mener ces batailles. Il a comparu dans des salles d'audience remplies d'interminables documents et tenté encore et encore d'expliquer pourquoi le travail effectué à Turtle Island était important. Il a fait valoir que la préservation des anciens savoirs de survie n'était pas un simple passe-temps personnel, mais qu'elle faisait partie du patrimoine de l'humanité. Tout au long de ces luttes épuisantes, Preston Roberts s'est toujours tenu à ses côtés. Preston a aidé à naviguer dans le labyrinthe confus des documents juridiques et des exigences bureaucratiques. Lorsque la patience de Conway s'est épuisée, la présence constante de Preston a permis de maintenir la mission en vie. Mais maintenant, ce soutien a disparu. Le poids de la défense de l'île de la Tortue repose entièrement sur les épaules de Conway, et ce à un moment où le chagrin draine déjà l'énergie dont il a besoin pour continuer à se battre. Chaque recoin de la propriété est chargé de souvenirs. Chaque chemin à travers les bois lui rappelle les endroits où Preston a enseigné à des étudiants, réparé du matériel ou partagé des rires autour d'un feu. Ces souvenirs rendent le silence plus pesant chaque jour qui passe. Les pressions financières ajoutent une nouvelle couche d'incertitude. Des années de bataille juridique ont épuisé des ressources déjà limitées. Les programmes éducatifs apportent quelques revenus, mais les menaces réglementaires obligent souvent à les annuler ou à réduire la participation. Les dettes s'accumulent lentement, tandis que Conway se bat pour faire fonctionner la réserve. Les banques commencent à poser des questions difficiles sur les prêts et les calendriers de remboursement. Ils parlaient en termes de garantie de saisie et de risques financiers. Pour eux, la terre représentait un actif financier, tandis que pour Conway, elle représentait 40 années de sacrifices et de vision. L'émission télévisée Mountain Men a apporté un certain soulagement financier, mais cela n'a pas suffi à résoudre les problèmes plus profonds. Les programmes de tournage et les honoraires de représentation ont permis de maintenir les choses à flot pendant un certain temps. Mais ils ne pouvaient pas couvrir les coûts croissants de la défense juridique, de l'entretien de la propriété et du travail quotidien nécessaire pour maintenir l'île de la Tortue en vie. Debout sur une crête surplombant les milliers d'hectares de forêt qu'il s'était tant battu pour protéger, Conway était confronté à une réalité qu'il ne pouvait pas ignorer. Pour la première fois de sa vie, il a l'impression de perdre du terrain. Aucune connaissance de la nature sauvage ne peut empêcher le système juridique d'aller de l'avant. Aucune détermination ne peut ramener Preston, et le temps semblait s'écouler plus vite qu'il ne pouvait trouver de solution. Pour comprendre ce qu'Eustace Conway risque de perdre, il est nécessaire de comprendre à quel point le voyage qu'il a mené jusqu'ici a été extraordinaire. Son histoire n'a pas commencé dans la misère. Eustace Conway est né en 1960 et à Columbia, en Caroline du Sud, dans une famille confortable de la classe moyenne. La maison de son enfance était équipée de l'électricité, de l'eau courante et de toutes les commodités qui définissent la vie américaine moderne. En apparence, c'est le genre d'éducation que beaucoup considéreraient comme idéal. Pourtant, même enfant, Conway se sentait étrangement déconnecté de cet environnement. Le monde bien rangé de la banlieue qui l'entourait semblait artificiel
comme si quelque chose d'essentiel avait été perdu quelque part en cours de route. À 17 ans, il prend une décision qui choque presque tous ceux qui le connaissent. Au lieu de suivre le chemin prévisible que l'on attend d'un adolescent de la classe moyenne, il s'éloigne complètement de la vie conventionnelle. Portant à peine plus que de la détermination et une vision puissante de la façon dont les humains sont censés vivre, il se dirige vers les montagnes de Caroline du Nord. Pour beaucoup de gens, ce choix semble téméraire, mais pour Conway, il est nécessaire. Il a vécu dans un simple tipi pendant 17 ans, survivant uniquement grâce aux ressources de la terre. Il chassait sa propre nourriture, fabriquait des vêtements à partir de peaux d'animaux et apprenait des techniques que la plupart des Américains n'avaient pas pratiquées depuis des générations. Il ne s'agissait pas d'une expérience ou d'un défi temporaire, c'était sa vie. Il ne le faisait pas pour attirer l'attention ou la célébrité. Les médias sociaux n'existaient pas encore, et peu de gens, en dehors des petites communautés locales, savaient ce qu'il faisait. Convaincu que les connaissances anciennes étaient en train de disparaître de la culture humaine, il a voulu prouver que ses compétences avaient encore de la valeur. Au cours de ces 17 années, il a développé des capacités qui allaient bien au-delà de la simple survie. Il pouvait suivre des animaux dans des forêts denses où des yeux non entraînés ne voyaient que des feuilles et des ombres. Une brindille cassée ou une légère perturbation dans le sol pouvait lui indiquer quel animal était passé et depuis combien de temps. Il a appris à identifier des centaines de plantes qui pouvaient être mangées ou utilisées comme remèdes. Il savait quand les récolter, comment les préparer et les utiliser en toute sécurité. Ces connaissances étaient autrefois répandues parmi les communautés indigènes et les premiers colons, mais la société moderne les avait presque oubliées. Conway pouvait également allumer des feux dans des conditions qui auraient mis en échec les campeurs les plus expérimentés. Même sous une pluie battante, il pouvait créer des flammes en utilisant la friction, la patience et des techniques raffinées depuis des milliers d'années par les cultures amérindiennes. Il pouvait construire des abris à partir de matériaux forestiers, fabriquer des outils en pierre et en os et tanner des peaux pour obtenir un cuir souple et durable convenant à l'habillement. Mais Conway n'a jamais voulu garder ce savoir pour lui seul, estimant qu'il fallait le partager avant qu'il ne disparaisse complètement. En 1987, il a acheté 1000 acres de terre vierge des Appalaches près de Boone, en Caroline du Nord. Ces terres sont devenues la Turtle Island Preserve, un lieu où les gens peuvent s'éloigner de la vie moderne et se reconnecter aux anciennes techniques de survie qui définissaient autrefois l'existence humaine. Dans cette forêt, les leçons du passé peuvent revivre. La propriété était isolée, accessible uniquement par des routes accidentées qui mettaient à rude épreuve même les véhicules à 4 roues motrices entourés de montagnes qui avaient peu changé depuis que les Indiens Cherokees les avaient habités des siècles auparavant. Parfait pour la vision de Conway de créer un lieu où le temps pourrait s'écouler à l'envers et où les gens pourraient se souvenir de ce qu'ils avaient oublié. La construction de l'île de la Tortue ne nécessitait pas seulement de l'argent. Bien que Conway ait investi chaque dollar qu'il gagnait dans le projet en faisant des petits boulots et en donnant des conférences pour financer sa vision. Il a exigé un travail physique qui aurait brisé la plupart des hommes en défrichant la terre et en construisant des structures à l'aide de techniques primitives qui prenaient 10 fois plus de temps que les méthodes de construction modernes, mais qui enseignaient des leçons dans le processus. Il a construit une cabane principale à partir de troncs qu'il a abattus et moulus lui-même. Il construisit des dépendances pour le stockage et les abris, creusa des puits à la main et créa des sentiers qui serpentaient à travers la forêt pour enseigner la navigation et la prise de conscience. Les programmes développés par Conway à Turtle Island allaient bien au-delà de simples excursions de camping ou d'aventures de guerriers du week-end conçues pour que les pères de banlieue se sentent robustes. Il s'agissait d'expériences éducatives intensives qui duraient des semaines ou des mois. Des programmes où les étudiants apprenaient à vivre sans le confort moderne et découvraient des capacités qu'ils ne soupçonnaient pas. Les adolescents venaient pour des programmes d'été qui les débarrassaient de leurs smartphones et de leurs jeux vidéo et les forçaient à se confronter à la réalité dans sa forme la plus élémentaire. Les adultes s'inscrivent à des ateliers de week-end portant sur des techniques spécifiques, la forge, le travail du cuir, la fabrication d'arcs et l'allumage de feux primitifs. Les groupes scolaires participent à des programmes de jour qui initient les enfants à des concepts tels que l'autonomie et la débrouillardise, autrefois fondamentaux dans l'éducation américaine. Conway se fait connaître comme l'un des premiers instructeurs de techniques primitives en Amérique.
Sa réputation s'est répandue par le bouche à oreille, puis par des apparitions dans des émissions de télévision qui ont reconnu le caractère unique de ce qu'il faisait. Il avait traversé l'Amérique à cheval, parcourant des milliers de kilomètres sur un terrain que la plupart des Américains ne voyaient que depuis les fenêtres de leur voiture sur les autoroutes inter-États. Il avait remonté le Mississippi en canoë sur toute sa longueur en utilisant des techniques qui auraient été familières aux explorateurs des siècles précédents. Il avait vécu de la Terre d'une manière qui prouvait que les humains n'avaient pas besoin de la technologie moderne pour survivre et même prospérer s'ils possédaient des connaissances et de la détermination. Lorsque la chaîne History l'a approché pour qu'il apparaisse dans Mountain Man in 2012, Conway a d'abord hésité, craignant que la télévision ne fasse du sensationnalisme ou ne déforme ce qu'il essayait d'accomplir sur l'île de la Tortue. Mais il finit par accepter, considérant l'émission comme une plateforme permettant d'atteindre des millions de personnes avec un message sur l'autonomie, les compétences primitives et l'importance de maintenir un lien avec le savoir que la société moderne était en train de perdre rapidement. L'émission l'a rendu célèbre, a attiré l'attention sur l'île de la Tortue et a augmenté le nombre d'inscriptions à ses programmes. Mais elle a également attiré l'attention des autorités qui ont soudainement prêté attention à un homme qui avait vécu en dehors des normes conventionnelles pendant des décennies, sans que personne ne s'en préoccupe beaucoup lorsque le gouvernement est venu frapper à la porte. Les problèmes ont commencé dans 2012, l'année même, où la première de Mountain Man a fait du mode de vie primitif de Stas Conway un sujet de fascination nationale et d'inquiétude pour le gouvernement. Les fonctionnaires du comté de Watauga, apparemment poussés par l'exposition télévisée qui révélait exactement ce qui se passait à Turtle Island, ont commencé à enquêter pour savoir si les programmes éducatifs de Conway étaient conformes aux divers codes de construction, règlements sanitaires et ordonnances de zonage rédigés en pensant aux entreprises conventionnelles. Ce qu'ils ont trouvé de leur point de vue réglementaire était un cauchemar d'infraction et de non-conformité qui menaçait la sécurité publique et violait les normes du comté conçu pour protéger les citoyens contre le type précis de conditions primitives que Conway créait intentionnellement. La liste des plaintes du comté ressemblait à une attaque contre tout ce que Conway avait construit dans sa vie. Des réglementations qui semblaient explicitement conçues pour rendre la vie primitive illégale dans l'Amérique moderne. Des bâtiments construits selon des techniques traditionnelles, sans permis de construire ou sans inspection, par des entrepreneurs agréés. Des cuisines qui préparent des aliments pour les étudiants sans certification du service de santé commerciale ou sans inspection régulière. Des dortoirs qui accueillent des étudiants pour la nuit sans respecter les codes de prévention des incendies conçus pour les hôtels et les dortoirs. Des systèmes d'assainissement qui reposent sur des toilettes extérieures et des toilettes à compost au lieu de systèmes septiques modernes reliés à une plomberie approuvée. La liste n'a cessé de s'allonger chaque infraction, entraînant des amendes potentielles et menaçant finalement Conway de fermeture complète s'il ne s'y conformait pas. Conway a fait valoir que Turtle Island n'était pas une entreprise au sens conventionnel du terme. Pourtant, un établissement d'enseignement dispensant des compétences qui n'avaient rien à voir avec les codes de construction modernes qui l'obligeaient à installer l'électricité et la plomberie moderne irait à l'encontre de l'objectif même de ce qu'il essayait d'accomplir. Comment pourrait-il enseigner aux gens à vivre sans le confort moderne, si les réglementations gouvernementales l'obligeaient à installer ce même confort ? Comment les élèves pourraient-ils apprendre des techniques de survie primitives dans des installations répondant aux mêmes normes que celles d'un Holiday Inn ou d'un McDonald's ? Le but était de créer un environnement où les gens pourraient faire l'expérience de la vie telle qu'elle existait avant que les inspecteurs du bâtiment, les départements de la santé et les conseils de zonage ne rendent certains types d'existence effectivement illégaux. Le comté est resté insensible à ces arguments, insistant sur le fait que les préoccupations de sécurité publique l'emportaient sur la philosophie éducative, et que le fait de permettre aux gens de dormir dans des bâtiments dépourvus de systèmes d'extinction d'incendie appropriés ou de manger des aliments préparés dans des cuisines non certifiées créait des problèmes de responsabilité qui ne pouvaient être ignorés. Ils ont évoqué les pires scénarios, les incendies, qui pourraient piéger les élèves dans des bâtiments dépourvus d'issues appropriées, les intoxications alimentaires dues à de la viande mal conservée et les blessures causées par des outils et des équipements utilisés sans dispositif de sécurité moderne. Les antécédents de Conway, qui a géré des programmes pendant des décennies sans incidents graves, n'avaient pas d'importance. Les règlements existaient, il les violait, et c'était tout ce que le comté avait besoin de savoir.
La bataille juridique a consommé des années de la vie de Conway et des milliers de dollars qu'il n'avait pas de l'argent qui aurait dû servir à maintenir Turtle Island ou à étendre les programmes, mais qui a plutôt servi à payer les avocats les frais de justice et les efforts de mise en conformité. Il a assisté à de nombreuses auditions assis dans des bureaux gouvernementaux stériles, essayant d'expliquer aux bureaucrates pourquoi ce qu'il faisait était important, pourquoi l'enseignement des techniques primitives méritait d'être protégé, pourquoi les réglementations rédigées pour les entreprises conventionnelles ne devaient pas s'appliquer à quelqu'un qui enseignait aux gens comment vivre comme le faisaient leurs ancêtres. Parfois, il avait l'impression de faire des progrès, de trouver des oreilles attentives parmi les fonctionnaires qui comprenaient que ce qu'il représentait avait de la valeur. Plus souvent, il avait l'impression de parler une langue étrangère à des gens qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi quelqu'un choisirait de vivre sans le confort moderne ou pourquoi l'enseignement de ces techniques avait une quelconque valeur dans la société contemporaine. La couverture médiatique du combat de M. Conway a attiré l'attention nationale sur l'affaire, les partisans se ralliant à l'homme des montagnes qui s'opposait aux excès du gouvernement et défendait les modes de vie traditionnels. Des pétitions en ligne ont recueilli des milliers de signatures. Les commentateurs conservateurs ont utilisé le cas de M. Conway comme un exemple de l'excès de réglementation et de l'ingérence du gouvernement dans la liberté individuelle. Les adeptes des techniques primitives considéraient la bataille comme existentielle. Si Turtle Island pouvait être fermé, quel espoir y avait-il de préserver des connaissances qui disparaissaient déjà de la culture américaine à un rythme alarmant? Mais le comté a tenu bon insensible à la pression publique ou aux arguments philosophiques sur la valeur de l'éducation à la vie primitive. Il voulait se conformer aux codes de construction et aux réglementations sanitaires, point final. Conway fit quelques concessions installant certains dispositifs de sécurité et améliorant certaines installations pour répondre aux normes de base, tout en préservant le caractère primitif qui rendait Turtle Island unique. Mais chaque concession était ressentie comme une trahison de ses principes, un pas en arrière par rapport à l'expérience primitive authentique qu'il avait consacré sa vie à créer et à préserver. Le stress de la bataille juridique fit des ravages sur Conway, d'une manière visible pour tous ceux qui le connaissaient, le vieillissant plus rapidement que ne l'avaient jamais fait des décennies de dur labeur physique dans la nature sauvage. Il a perdu du poids qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre, a développé des problèmes de santé liés au stress et a passé des nuits blanches à s'inquiéter de savoir si Turtle Island survivrait à l'assaut bureaucratique ou serait fermé par des fonctionnaires qui ne voyaient pas plus loin que leur liste de contrôles réglementaires. Le programme a souffert du fait que son attention et son énergie étaient détournées vers le respect de la législation plutôt que vers l'enseignement et le développement. Les inscriptions ont chuté car les étudiants potentiels craignaient que la réserve ne soit fermée en cours de programme. Les recettes ont baissé exactement au moment où Conway avait besoin de plus d'argent pour mener les batailles juridiques et apporter les améliorations nécessaires. Pendant tout ce temps, Preston Roberts s'est tenu à ses côtés, lui offrant un soutien, une perspective et une aide pratique qui ont empêché Conway de se noyer sous le poids de tout ce qui se passait. Preston a aidé à gérer les opérations quotidiennes pendant que Conway s'occupait des avocats et des inspecteurs. Il a donné des cours lorsque Conway était trop accablé pour fonctionner. Il a apporté un soutien émotionnel dans les moments les plus sombres, lorsque l'abandon semblait être la seule option rationnelle. Leur amitié forgée au cours de décennies d'engagement commun en faveur de la vie primitive est devenue la base qui a permis à Turtle Island de rester opérationnel pendant les années de crise. La lutte pour l'île de la Tortue. En 2015, Eustace Conway s'est battu contre le comté, jusqu'à ce qu'il obtienne une sorte de match nul en faisant suffisamment de concessions pour que l'île de la Tortue reste opérationnelle, tout en préservant suffisamment son caractère primitif pour maintenir sa crédibilité éducative. La bataille lui a coûté cher en argent, en stress et en temps qu'il aurait dû consacrer à ce qu'il aimait au lieu de se battre contre des bureaucrates. Mais il a survécu et l'île de la Tortue est restée ouverte. Les élèves continuaient à venir apprendre les techniques que leurs grands-parents connaissaient, mais que l'éducation moderne avait abandonnées au profit de la programmation informatique et des tests standardisés. La paix telle qu'elle était s'avérait temporaire et fragile, construite sur des compromis qui ne satisfaisaient ni Conway, ni les fonctionnaires du comté qui continuaient à considérer son exploitation avec suspicion et inquiétude. De nouvelles plaintes surgissaient périodiquement déclenchées par des inspections des rapports de voisins
ou une couverture médiatique qui rappelait aux fonctionnaires l'existence d'une installation de vie primitive opérant dans leur juridiction. Chaque plainte donnait lieu à de nouvelles séries d'inspections et d'audiences, à de nouvelles demandes de mise à niveau et de certification, à de nouvelles menaces de fermeture, si Conway ne se conformait pas aux réglementations qui semblaient se multiplier plus vite qu'il ne pouvait les aborder. Conway se retrouvait à passer plus de temps à se conformer aux réglementations qu'à enseigner réellement les compétences que Turtle Island avait pour mission de préserver une ironie amère qui n'échappait ni à lui ni à ses partisans. Il devait tenir des registres détaillés de chaque programme et de chaque participant des documents qui prouvaient que les élèves étaient éduqués plutôt que mis en danger. Il devait programmer des inspections régulières des installations qu'il avait construites pour être primitives, mais que les inspecteurs jugeaient selon les normes modernes. Il devait souscrire des polices d'assurance coûtant des milliers de dollars par an pour se protéger contre les actions en responsabilité, même si en plusieurs décennies de fonctionnement, il n'avait jamais été confronté à un procès sérieux ou à une plainte pour blessure. Le fardeau financier de la conformité s'alourdissait chaque année, drainant des ressources dont Conway avait désespérément besoin pour l'entretien de base et le fonctionnement du programme. Les taxes foncières sur un terrain de 1000 hectares de nature vierge n'étaient pas bon marché même dans les zones rurales de Caroline du Nord. Les frais d'assurance continuaient d'augmenter à mesure que les assureurs reconnaissaient les risques uniques liés à l'enseignement des techniques primitives. Les frais juridiques liés aux batailles incessantes avec le comté créaient une dette qui s'accumulait plus vite que les revenus du programme ne pouvaient la rembourser. Conway n'a jamais cherché à s'enrichir, mais il a toujours pensé que Turtle Island pourrait au moins se maintenir financièrement si on lui permettait de fonctionner sans interférence constante. Le fardeau réglementaire lui a donné tort. Les Mountain Men ont apporté un certain soulagement financier grâce aux honoraires d'apparition et à la visibilité accrue qui a attiré davantage d'étudiants vers les programmes de Turtle Island, ainsi que des gens qui regardaient l'émission et voulaient apprendre du légendaire Mountain Man qu'ils avaient vu à la télévision. Mais l'émission a également entraîné des complications, notamment des calendriers de production, qui entraient parfois en conflit avec des engagements d'enseignement et un profil public qui rendait la vie privée de plus en plus difficile. Conway s'est retrouvé reconnu en ville, approché par des fans qui voulaient des photos, des autographes ou de longues conversations sur la vie primitive. La plupart des interactions étaient positives, mais l'attention était épuisante pour quelqu'un dont toute la philosophie était centrée sur la simplicité, la solitude et la déconnexion par rapport à l'obsession de la célébrité de la société moderne. Preston Roberts est resté le compagnon constant de Conway pendant tout ce temps, apparaissant à ses côtés dans Mountain Men et aidant à gérer Turtle Island dans des circonstances de plus en plus difficiles qui auraient brisé l'un ou l'autre homme seul. Leur relation à l'écran a révélé la profondeur de leur amitié à des millions de téléspectateurs, montrant deux hommes qui ont choisi des chemins presque identiques et qui se sont soutenus l'un l'autre dans des défis que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre. La propriété de Preston qui jouxte Turtle Island a servi de prolongement à la vision de Conway, un autre endroit où les compétences primitives ont été pratiquées et préservées contre la marée de la commodité moderne, qui menaçait d'emporter tous les savoirs traditionnels. Mais en 2017, Preston reçut le diagnostic qui allait tout changer et finalement conduire à la perte qui allait ébranler le monde de Conway jusque dans ses fondations. Le cancer agressif et avancé nécessitait des traitements qui semblaient être une ironie amère pour un homme qui avait vécu naturellement et sainement dans la nature pendant des décennies. Preston a combattu la maladie avec la même détermination qu'il avait appliquée à la vie primitive endurant la chimiothérapie et la radiothérapie, tout en essayant de maintenir son engagement dans les programmes de Mountain Men et de Turtle Island. Conway a vu ses amis décliner avec une frustration impuissante, toutes ses compétences de survie étant inutiles face à un ennemi qui attaquait à l'intérieur du corps et ne pouvait être vaincu avec des haches, de la détermination ou des connaissances de la nature sauvage. Le cancer a connu une brève rémission, offrant le faux espoir que Preston pourrait peut-être vaincre les probabilités et survivre pour continuer à enseigner et à vivre comme il l'avait choisi. Mais la maladie est revenue plus agressive qu'auparavant, se propageant aux organes et aux os et laissant les médecins sans rien à offrir à l'exception de la gestion de la douleur et de la reconnaissance sinistre que le temps s'écoulait. Preston a continué à participer à l'émission Mountain Men aussi longtemps qu'il le pouvait physiquement, déterminé à partager ses connaissances et sa philosophie avec les téléspectateurs qui en étaient venus à respecter et à admirer
l'authentique Mountain Man qu'ils voyaient sur leurs écrans. Conway a passé le plus de temps possible avec Preston au cours de ces derniers mois dans des conversations qui couvraient des décennies d'expériences partagées et de projets qui ne seraient jamais réalisés aujourd'hui. Ils ont parlé de l'avenir de Turtle Island, de la manière dont Conway poursuivrait le travail qu'ils avaient commencé ensemble, de l'importance de préserver les compétences primitives pour les générations futures, même si la société moderne semblait déterminée à rendre cette préservation de plus en plus difficile. La mort de Preston en juillet 2017 a laissé Conway dévasté d'une manière que les téléspectateurs de Mountain Men ont pu voir à l'écran un chagrin qui ne pouvait pas être caché ou supprimé des épisodes, la perte qui a tout changé. Preston Roberts est mort le juillet 2017,4, entouré de sa famille et de ses amis, qui l'avaient vu lutter contre le cancer avec un courage qui, d'une certaine manière, rendait la perte encore plus difficile à traiter et à accepter. Pour Eustace Conway debout, à côté du lit, où son meilleur ami a rendu son dernier souffle, ce moment a marqué bien plus que la mort d'un compagnon qui avait partagé sa vision et soutenu ses rêves. Cela a marqué le début d'une crise qui allait menacer tout ce que Conway avait construit à Turtle Island, révélant à quel point son succès avait dépendu du partenariat et du fardeau partagé, plutôt que de la force et de la détermination individuelle. Les funérailles ont attiré des centaines de personnes qui avaient connu Preston, appris de lui, ou simplement admiré ce qu'il représentait dans un monde de plus en plus déconnecté. Les fans de Mountain Men se sont déplacés de tout le pays pour rendre hommage à un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré personnellement, mais qui leur avait appris par le biais de la télévision à vivre de manière authentique et à maintenir des liens avec des compétences et des connaissances que la société moderne avait abandonnées. Conway a prononcé un éloge funèbre qui a brisé des cœurs parlant de fraternité de perte et de la tâche impossible de continuer seuls ce qu'ils avaient toujours fait ensemble, sa voix se fissurant sous l'effet d'une émotion qu'il n'avait jamais été à l'aise d'afficher en public. Après les funérailles, Conway est retourné à Turtle Island et a fait face à tout le poids de ce que la mort de Preston signifiait pour l'avenir de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La propriété s'est soudain sentie plus vide qu'elle ne l'avait jamais été, même pendant les hivers où il n'y avait pas d'étudiants, et Conway a vécu seul sur la montagne. Dans chaque coin de Turtle Island, il y avait des souvenirs de Preston, des cours des projets de construction, des conversations tranquilles autour des feux du soir, où ils avaient planifié, rêvé et renforcé l'engagement de chacun dans un mode de vie qui semblait de plus en plus intenable dans l'Amérique moderne. L'absence était écrasante, un vide que de nouvelles amitiés, une plus grande détermination ou n'importe quelle compétence en matière de nature sauvage ne pouvaient pas combler. Mais le chagrin n'était pas quelque chose que Conway avait le temps d'assimiler correctement parce que les défis pratiques de continuer sans Preston exigeaient une attention immédiate et consommaient une énergie qu'il n'avait pas. La gestion de l'île de la Tortue a toujours dépassé les capacités d'une seule personne, et c'est pourquoi leur partenariat avait si bien fonctionné. Deux personnes se partageant les tâches sans fin de l'entretien d'une installation éducative de 1000 acres, tout en enseignant des programmes, en gérant des opérations commerciales et en menant des batailles juridiques avec les autorités du comté. Désormais, toutes ces responsabilités incombaient à Conway, seul à un moment où le chagrin rendait même les décisions simples accablantes et impossibles à prendre. L'émission de télévision a continué, les producteurs et les responsables de la chaîne exprimant leurs condoléances, mais précisant également que Mountain Men continuerait avec ou sans Preston Roberts, que le contrat de Conway l'obligeait à continuer à apparaître et à filmer indépendamment de la perte personnelle. Les épisodes diffusés après la mort de Preston ont montré Conway luttant pour maintenir les routines et les programmes tout en faisant son deuil. Visible dans chaque scène, son enthousiasme habituel atténué par l'absence, il n'a pas pu se cacher des caméras qui ont tout filmé. Les téléspectateurs ont répondu par une vague de soutien et de sympathie. Et les médias sociaux ont été remplis de messages de personnes qui n'avaient jamais rencontré l'un ou l'autre homme, mais qui se sentaient liés à eux après avoir suivi leur parcours à la télévision pendant des années. Les pressions financières, qui étaient gérables lorsque deux personnes partageaient le fardeau, sont devenues critiques lorsque Conway les a affrontées seules, avec des chiffres qui ne s'équilibraient pas et des dettes qui ne disparaissaient pas grâce à un travail acharné ou à des compétences primitives. Les impôts fonciers continuaient d'arriver chaque année, des milliers de dollars qui devaient être payés indépendamment du chagrin ou d'une capacité réduite. Les polices d'assurance devaient être renouvelées et payées pour maintenir une couverture protégeant Turtle Island des réclamations en responsabilité civile. Les frais juridiques liés aux batailles réglementaires en cours ne permettaient pas de faire le deuil. Les équipements
devaient être remplacés, les bâtiments entretenus et les programmes planifiés et exécutés. Le travail ne s'est jamais arrêté, n'a jamais ralenti, ne s'est jamais adapté à la réalité de Conway qui fonctionnait désormais à la moitié de sa capacité tout en essayant de faire le travail de 2 personnes. La mort de Preston a également créé des complications avec les arrangements de propriété et les plans partagés qu'il n'avait jamais formalisés dans des documents juridiques parce que les accords de fraternité et de poignée de main avaient toujours été suffisants. Il y avait des questions sur les terres de Preston et comment qu'elles étaient liées aux opérations de Turtle Island, sur le partage de l'équipement et du matériel, sur les programmes que Preston avait développés et si Conway avait le droit de les poursuivre. La plupart des problèmes ont été résolus grâce à des conversations avec la famille de Preston qui a compris et respecté le partenariat qui avait existé. Mais certaines questions sont restées obscures, nécessitant des avocats, de la documentation et du temps que Conway n'avait pas, tout en essayant de maintenir Turtle Island opérationnel et de gérer son propre deuil. Le stress s'est manifesté physiquement d'une manière qui a inquiété les proches de Conway qui l'ont vu se détériorer sous des charges qui auraient mis à l'épreuve quelqu'un de la moitié de son âge et en parfaite santé émotionnelle. Il a perdu du poids sur une carcasse qui ne comportait déjà presque pas de graisse excédentaire, son corps se consumant au fur et à mesure que le stress et le chagrin supprimaient l'appétit et rendaient le repos impossible. Ses cheveux, toujours négligés selon les normes conventionnelles, sont devenus sauvages et négligés, même selon ses propres normes. Des cernes sont apparues sous des yeux qui avaient connu trop de pertes et affronté trop d'incertitudes. Ses amis l'exhortent à ralentir, à prendre le temps de faire son deuil, à déléguer ses responsabilités et à se concentrer sur la guérison. Conway ne les entend pas. Il ne peut imaginer s'arrêter alors que cela pourrait signifier la perte totale de Turtle Island. Le premier anniversaire de la mort de Preston frappe Conway plus durement qu'il ne s'y attendait. La réalité d'une année entière sans son frère et partenaire a brisé les défenses qu'il avait construites pour continuer à fonctionner. Il a passé la journée seul sur la montagne, marchant sur les sentiers qu'ils avaient défrichés ensemble et visitant les endroits où Preston avait enseigné, ou construit, ou simplement existé en tant qu'ami qui comprenait pourquoi cette vie comptait. Le chagrin que Conway avait essayé de contenir et de contrôler par un travail et une activité constants l'a complètement submergé ce jour-là, le laissant sanglotant dans la nature sauvage qui se sentait soudainement hostile plutôt que chez lui. 4 ans après la mort de Preston Roberts. Eustace Conway continue de se battre pour préserver l'île aux tortues contre des forces qui semblent déterminées à la transformer en quelque chose qu'elle n'était pas censée être ou à la fermer complètement et à effacer 40 années de travail de l'existence. Les batailles réglementaires avec le comté de Watauga n'ont jamais vraiment pris fin, la conformité étant une cible mouvante qui change chaque fois que Conway pense avoir enfin satisfait à toutes les exigences et peut se concentrer sur l'enseignement plutôt que sur la paperasserie. De nouvelles plaintes sont régulièrement déposées par des voisins qui s'opposent au bruit, à la circulation ou simplement à l'existence d'un centre de vie primitive dans leur voisinage, chaque plainte déclenchant de nouvelles séries d'inspections et d'audiences qui drainent du temps, de l'argent et de l'énergie émotionnelle que Conway n'a pas aménagée. La situation financière a atteint des niveaux de crise qui menacent la survie de Turtle Island plus sérieusement que n'importe quelle violation du code de la construction ou n'importe quel conflit de zonage. Les chiffres ne s'additionnent pas, quelle que soit la manière dont Conway essaie de les faire fonctionner. La propriété est grevée de dettes résultant d'années de batailles juridiques et d'efforts de mise en conformité de prêts qui semblaient gérables lorsque Preston était en vie pour partager le fardeau, mais qui semblent aujourd'hui écrasants et potentiellement mortels. Les banques qui étaient autrefois patientes en ce qui concerne les calendriers de paiement font de plus en plus de demandes urgentes, citant la saisie, les actifs saisis et les délais qui s'écoulent plus vite que Conway ne peut générer de revenus pour les satisfaire. L'émission de télévision fournit quelques revenus, mais pas assez pour couvrir les coûts croissants, tout en remboursant les dettes accumulées qui augmentent chaque année en raison des intérêts et des pénalités. Les inscriptions au programme de l'île de la Tortue ont diminué par rapport aux années fastes, en partie à cause de la pandémie qui a interrompu l'enseignement en personne pendant de longues périodes, et en partie à cause de l'incertitude quant à l'avenir des installations, qui fait que les étudiants potentiels hésitent à s'engager dans des programmes qui pourraient être annulés en cours de session. Les étudiants qui viennent sont souvent passionnés et engagés, des personnes qui comprennent ce que représente l'île de la Tortue et veulent apprendre avant qu'elle ne disparaisse potentiellement.
Mais leurs frais de scolarité, même à des taux qui semblent chers aux participants, couvrent à peine les coûts de fonctionnement des programmes qui nécessitent une assurance des installations, ainsi que le temps et l'expertise de M. Conway, qui ont mis des décennies à se développer. Conway a envisagé plusieurs options pour assurer la survie de Turtle Island, chacune exigeant des compromis qui ressemblent à une trahison de la vision qu'il a passé 40 ans à poursuivre et à protéger. Il pourrait vendre des parties de la propriété de 1000 acres pour lever des fonds, ce qui réduirait la taille de Turtle Island, mais générerait de l'argent pour payer les dettes et financer les opérations. Mais vendre des terres ressemble à un échec à admettre que la préservation de la nature sauvage et des compétences primitives n'est pas assez importante pour se battre complètement pour cela. Il pourrait rechercher des donateurs importants ou des subventions transformant Turtle Island en une organisation à but non lucratif qui pourrait attirer des fonds de fondation intéressés par la préservation et l'éducation. Mais le statut d'organisation à but non lucratif entraînerait de nouvelles réglementations et une nouvelle surveillance des conseils d'administration prenant des décisions sur des programmes que Conway a toujours contrôlés entièrement. La possibilité d'un échec total hante les pensées de Conway pendant les nuits d'insomnie lorsque le poids de tout menace de l'écraser sous des responsabilités qui semblent de plus en plus impossibles à gérer seul. Qu'adviendra-t-il de l'île de la Tortue s'il ne parvient pas à la sauver? La propriété sera-t-elle vendue à des promoteurs qui raseront la forêt et construiront des maisons de vacances pour des touristes fortunés à la recherche de vues sur les montagnes dans un confort climatisé? Les compétences et les connaissances qu'il a préservées pendant 4 décennies disparaîtront-elles tout simplement, devenant un autre élément perdu du patrimoine américain que les générations futures ne retrouveront jamais? Le travail de sa vie sera-t-il réduit à quelques épisodes d'une émission de télé-réalité dont les gens se souviennent vaguement comme d'un divertissement, plutôt que comme d'un enseignement? Les amis et les sympathisants ont organisé des efforts pour aider à sauver l'île de la Tortue par le biais de campagnes de collecte de fonds et de campagnes publicitaires visant à augmenter le nombre d'inscriptions et la prise de conscience de ce qui est en jeu. Les pages de médias sociaux consacrées à la préservation de l'installation ont attiré des milliers d'adeptes qui contribuent financièrement, partagent des messages et plaident en faveur d'un allègement de la réglementation qui pourrait alléger le fardeau de la conformité qui étrangle l'activité de M. Conway. Certains législateurs de l'État ont exprimé leur intérêt pour la création d'un système de gestion de l'information. Mais le soutien politique évolue lentement et le calendrier de crise de M. Conway mesuré en mois pourrait ne pas s'aligner sur les processus législatifs qui prennent des années pour produire des résultats. La pandémie a créé des défis supplémentaires qui ont aggravé les problèmes existants en fermant les programmes en personne pendant de longues périodes et en éliminant les revenus. Dans le même temps, les dépenses se sont poursuivies sans relâche pendant des mois vides où aucun élève n'a marché sur les sentiers de Turtle Island ou n'a appris dans ses salles de classe. Les polices d'assurance doivent toujours être payées. Les taxes foncières doivent toujours être payées. Le matériel doit toujours être entretenu, même lorsqu'il n'est pas utilisé. L'impact financier des fermetures dues à la pandémie a poussé le budget de Conway, déjà très sollicité au-delà du point de rupture, créant des déficits qu'il tente toujours de combler des années plus tard, tout en faisant face à de nouveaux défis qui l'empêchent de se rétablir complètement. Conway a visiblement vieilli depuis la mort de Preston, le stress, le chagrin et la lutte constante ayant fait des ravages que 40 années de dur labeur physique dans la nature n'ont jamais réussi à faire. Il se déplace désormais plus lentement, gravit les montagnes avec plus d'efforts et reconnaît que le temps n'est plus son allié dans la lutte pour préserver ce qu'il a construit. La question qui se pose de plus en plus n'est pas de savoir s'il peut sauver l'île de la Tortue, mais s'il peut la sauver à temps avant que les agents de recouvrement, les fonctionnaires du comté ou le simple épuisement ne l'obligent à se rendre et à se transformer en quelque chose de méconnaissable par rapport à la vision qu'il poursuit depuis 1987, Pourtant, Conway continue de se battre avec l'entêtement qui a défini toute sa vie d'adulte, refusant d'abandonner ce qu'il a construit même lorsque les options disparaissent et que les résultats semblent de plus en plus désastreux. Il donne des cours lorsque les étudiants s'inscrivent déversant ses connaissances et sa passion dans l'éducation qui pourrait représenter la dernière génération à recevoir une telle formation directement de quelqu'un qui l'a complètement vécu. Il entretient les installations de ses propres mains, réparant les toits, débroussaillant les sentiers et effectuant des travaux qui seraient plus faciles avec de l'aide, mais qu'il fait seul parce que l'aide n'est pas disponible ou abordable. Il apparaît sur Mountain Man,
utilisant la plateforme pour partager des messages sur l'autonomie et les compétences primitives et l'importance de maintenir un lien avec les connaissances que la société moderne a rejetées comme obsolètes. La perte de Preston Roberts a créé une blessure qui ne guérira jamais complètement, supprimant le partenaire qui a rendu Turtle Island possible et laissant Conway faire face à un avenir incertain, seul contre des forces qui semblent déterminées à effacer tout ce qu'il représente. Mais la perte la plus importante n'est peut-être pas la mort de Preston, les batailles réglementaires ou la crise financière qui menace la saisie. La perte la plus importante est la possibilité que Turtle Island ne survive pas, que 4 décennies de travail de vision et de dévouement disparaissent, parce que la société moderne ne peut pas s'adapter ou protéger des modes de vie qui ne s'intègrent pas parfaitement dans des cadres réglementaires conçus pour une existence conventionnelle. Eustace Conway est confronté à son plus grand défi, non pas du fait de la nature sauvage ou des exigences physiques de la vie primitive qu'il a maîtrisées pendant des décennies. Il doit faire face à une société qui ne comprend plus ou ne valorise plus ce qu'il a passé sa vie à préserver, à des réglementations qui rendent l'éducation primitive authentique de plus en plus difficile, voire impossible, et à des réalités financières qui considèrent la préservation de la nature sauvage comme un luxe plutôt que comme une nécessité. La montagne qu'il considère comme son foyer depuis 40 ans pourrait finalement le vaincre, non pas à cause d'hivers rigoureux ou d'une faune dangereuse, mais à cause de l'indifférence de la bureaucratie et d'une dette qui ne peut être combattue avec des haches de la détermination ou tout autre savoir-faire acquis au cours de siècles de survie humaine. L'avenir nous dira si l'île de la Tortue survit à cette crise ou si elle devient une autre victime de l'incapacité de la société moderne à préserver ce qu'elle prétend valoriser. Mais une chose reste certaine. Eustace Conway ne se rendra pas sans avoir épuisé toutes les options, se battant jusqu'au dernier moment pour protéger un mode de vie qui compte plus que le confort, le profit ou l'acceptation d'un monde qui a oublié comment vivre sans électricité, sans eau courante et sans toutes les commodités qui rendent la survie facile mais peut-être moins significative.